Et je vais vous emboîter le pas. Nous allons parler aujourd'hui du métier de réalisation. Qu'est-ce que c'est exactement la réalisation? Il faut dire que c'est un métier important. Et celui qui est réalisateur d'une émission est le maillon essentiel de toute l'émission. C'est le chef d'orchestre en quelque sorte de l'émission. Sans lui, il n'y a pas d'image. Sans lui, l'animatrice ne sera pas vue à l'antenne. On en reparlera lorsque notre invité sera sur ce plateau. Je quitte la RTI après 40 ans de réalisation du journal télévisé. J'ai bien dit 40 ans de réalisation. On se retrouvera dans quelques petits instants. Mais je vous invite tout de suite maintenant à découvrir notre invité témoin. Son nom, Ricardo Somone. Il fait partie des grands hommes de l'ombre à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et la simple évocation de son nom fait penser à un homme d'origine sud-américaine ou espagnole. Ricardo Somone. À l'état civil, Ricardo Maurice Somone est né en 1959 à Guy-Trozon, dans la région du Guémont, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il découvre la télévision en 1968, alors qu'il était en classe de CE1, grâce à une série télévisée policière, Simon Templa. Cette série, diffusée sur les antennes de la télévision ivoirienne dans les années 60, après le journal télévisé de 20 heures. Avant Simon Templa, le jeune élève de CE1 découvrait évidemment le plateau du JT de 20 heures avec ses vedettes, Daniel Boni-Claveri, Mamadou Bensoumaoro, des noms qu'il retrouvera à la RTI en 1979. À quelques heures de son départ à la retraite, Ricardo Somone se confie sur le plateau de C'est Midi. Beaucoup public de C'est Midi et vous avez raison de vous tenir debout. On se tient debout pour recevoir notre doyen. Merci. Et voilà, installez-vous. En tout cas, merci beaucoup. Juste derrière moi, nous avons un fan club, le fan club de notre invité témoin du jour, le guide. Et je veux saluer toute l'équipe de la rédaction. Voilà. Ce sont des réalisateurs aussi qui sont avec nous. On aura le temps peut-être d'échanger un tout petit peu avec vous. Le guide, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il nous expliquera pourquoi est-ce qu'on l'appelle. Pourquoi le guide? D'abord, je vais rendre gloire à Dieu. Amen. Pour être le guide, il a fallu que Dieu le veuille. Il a fallu que Dieu veuille que je fasse 40 ans de JT sur la RTI. Ça, et à être le seul à réussir cette prouesse-là. Véritablement, c'est une prouesse, un exploit. Et grâce à votre témoignage, on va mieux cerner les rouages de ce métier. En tout cas, merci d'être là. Wow. Merci beaucoup, merci pour ces jolis témoignages. En même temps, j'ai envie de poser la question. Pourquoi vous n'êtes pas devenu journaliste? Parce que j'ai voulu être réalisateur. Parce que vous avez voulu être réalisateur. Très, très belle réponse. Alors, on l'appelle généralement le guide, tout simplement parce qu'il est au centre de tout. C'est une personne incontournable du journal. Il est au début, comme il a dit, il est au milieu, il est à la fin. Et on le connaît, je veux dire, pour sa dextérité au travail, son abnégation. Et ce n'est pas un hasard s'il a fait 40 ans au pouvoir. Je sais de quoi je parle. 40 ans au pouvoir. Je voudrais, avec votre permission, prolonger le micro RTI. Parce que ce n'est pas un micro-trottoir, c'est un micro Le RTI. micro-studio. Oui. Je voudrais dire que, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Ricardo Somone, pourtant, depuis la création de la RTI, moi, je suis un habitué. La première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Après toutes ces années, on nous envoie un espagnol. Un espagnol, je sais pas. C'est un espagnol, c'est un italien ou quoi? Et puis je cherche, et puis à l'occasion d'une émission, j'arrive dans la cour de la télévision, et quelqu'un l'appelle. Je dis, attends, c'est lui qui a pris le surnom ou quoi? Et puis je le regarde, et à ce moment j'approche, je demande c'est qui? On me dit c'est
Ricardo Simone, celui qui... Je dis, mais attendez. C'est lui, ça, on me dit oui. Je dis, mais j'avais pensé à tout, sauf à un guéri. C'est un guéri italien. Et comme par hasard, plus tard, nous nous sommes retrouvés à habiter le même quartier. Mais là encore, je n'acceptais pas, je pensais que c'était un surnom. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui pose la question, lui, je ne sais pas s'il s'en souvient, je lui pose la question et qu'il m'explique que c'est un nom, je ne saurais pas le prononcer. Somoné, qui a été... Simon. Simon, qui a été francisé. Et comme il y a beaucoup de noms qui ont été francisés, dont le mien, j'ai tout de suite compris. Mais Ricardo, à côté de Simone, ça faisait bizarre. En tout cas, c'est une très belle anecdote. Merci beaucoup, le doyen. Alors, on sait que c'est en 1979 que vous avez fait votre entrée à la RTI. Et nous, on aimerait savoir comment est-ce que vous êtes entré, par un concours ou je ne sais pas. Essayez de nous l'expliquer, s'il vous plaît. Oui, naturellement. C'est à l'issue d'un concours organisé par la fonction publique. À l'époque, c'est la fonction publique qui organisait les concours d'entrée au studio école de la RTI, actuelle ISTC. Et donc, c'est à l'issue de ce concours-là que j'ai eu accès. Concours passé en 77, c'est ça. Alors, il faut 2 ans avant de venir ici. Donc, 77, 78, 79, avant d'être ici. Donc, nous étions 36 agents sortis de l'Institut école. J'ai pu nommer des éléments comme Barthélemy Namo, ça c'est des promotionnaires. Il y a Koné Sekisi qui est encore là, qui n'a pas encore pris sa retraite aussi. Bon, je crois que c'est en cours. Ça va pas tarder, parce qu'on est ensemble. Ça va pas tarder. Alors donc, nous sommes donc sortis du studio école, 36 agents qui sont venus prendre place ici à la RTI, dans divers secteurs. D'autres sont allés à l'animation, comme le cas de Inavo dont je parle, d'autres au montage, d'autres dans les cellules techniques. Et moi, personnellement, j'ai choisi le journal télévisé. Le journal télévisé, voilà, la réalisation du journal télévisé. Vos débuts à la RTI ressemblaient à quoi exactement? Bon, on voyait la RTI, quand on voyait la RTI, quand nous étions chez nous, quand on voyait la RTI, bon, on n'a jamais pensé un seul instant qu'on allait être dans la cour de la RTI. Parce que la RTI, c'est autre chose à l'époque. À l'époque, c'est autre chose. Vous avez les télés noirs et blancs, les rares télés noirs et blancs qui existaient. Donc, quand vous voyez même un animateur ou un présentateur sur ces écrans-là, bon, c'est un dieu, ce présentateur-là, cet animateur-là, à l'époque. Donc, quand vous, la chance fait que vous foulez le sol d'une telle structure, naturellement, vous êtes aux anges. Donc, quand nous sommes arrivés à la télé ici, naturellement, dans nos débuts, on rasait les murs. Les gens Taï Benson étaient là, on avait même du mal à leur dire bonjour, parce que, bon, tu te dis, quand je vais saluer Benson, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Bon, donc, on a été dans cet environnement-là. Et puis, bon, avec le temps, les années passant, bon, nous sommes intégrés. Nous avons réussi à nous intégrer, et à nous frotter aux anciens auprès de qui on a appris beaucoup de choses. Voilà comment nous avons fait notre intégration. Vous avez bien fait votre intégration, mais en même temps, on sait, pour revenir à vos débuts, on sait forcément qu'entre la théorie et la pratique, le fossé n'est pas du tout négligeable. Donc, lorsque vous sortez de l'école, que vous entrez à la RTI, à quel genre de difficultés êtes-vous confronté? Oui, bien sûr. Il y avait une grande marge. À l'école, c'est la théorie pratiquement. Les appareils qui étaient ici, même les caméras. Les caméras qu'on avait, ce n'est pas celles qu'on a aujourd'hui. C'était de grosses caméras. Bon, on ne les a jamais vues. Et donc, quand vous sortez de l'école et que vous venez pour la première fois, vous découvrez ces choses-là, mais vous tombez des nues. Toucher même, approcher même une caméra, même c'était un problème. Parce que tu te dis que si tu la touches, elle va tomber en panne. Donc tu te mets un peu loin de la caméra et c'est les anciens là qui te disent voici la caméra, voici où on regarde, voici ce que... Et ainsi de suite. Même chose pour les tables de montage, pour tout le matériel. Toute la cour, même les bureaux administratifs même. On avait peur de les approcher.
Parce que le monde même, le monde qui faisait la télé, nous-mêmes, on avait du mal à approcher le monde qui faisait la télé. Donc, entre, naturellement, l'école et la pratique ici, parce que ici, c'est la pratique. Il y a vraiment un grand fossé, il y a une très grande marge. On était complètement bleu quand on découvrait ce qu'on a découvert ici. Mais forcément, avec l'expérience de vos prédécesseurs. Avec nos prédécesseurs, avec le temps, bon, naturellement, vous avez fini. On a pu aller et arriver là où nous sommes. Et ça fait 40 ans que ça dure. Oui, Marie-Paul. Je vais revenir un petit peu sur ce que vous étiez en train de dire. Doyen, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est obligé justement d'avoir une formation pour être réalisateur? Et si oui, quelles sont les qualités en plus de la formation pour être un bon réalisateur et finir comme vous? Oui, forcément, il faut passer par une école. En principe, l'audiovisuel demande qu'on soit formé à la base, pas forcément à la réalisation, pas forcément à que ce soit à l'animation, que ce soit, c'est pas, tout métier, tout corps de l'audiovisuel demande qu'on ait une formation à la base. Maintenant, il y a des gens qui ont leur génie, qui sur le tas peuvent s'en sortir, mais ça c'est des cas isolés. Mais de façon générale, il faut sortir d'une école de formation, c'est la base. Parce qu'il n'est pas réalisateur qui veut. Le réalisateur, c'est quelqu'un qui pense une émission. Vous êtes couché dans votre lit et puis vous pensez une émission. C'est pas juste appuyer des boutons. Ça, non, non, vous pensez. Et c'est la somme des idées que vous avez réunies là, qui constitue une émission. Mais ce n'est pas facile de réunir ces idées-là. Donc, on ne peut pas être réalisateur qui veut. Qui veut. Merci pour la réponse. Mais qui peut. Je voudrais faire un constat. Vous réalisez depuis 40 ans. Mais tout à l'heure, j'ai constaté que vous étiez bleu dans le studio. Parce que j'ai vu qu'il fallait qu'on vous indique la direction à regarder, comment s'asseoir, comment se comporter, ne pas taper sur le micro. C'est ce que vous avez fait pourtant pendant de nombreuses années. Ça veut dire que vous n'êtes pas habitué à passer sur le plateau. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver sur le plateau? Oui, par rapport à ce que vous dites là, effectivement, chaque émission a ses principes. Moi, je suis du JT. Aujourd'hui, si je suis sur un plateau du JT, le plateau du JT a ses dispositions que le plateau de ce midi n'a pas. Donc, il y a une manière, ça c'est une émission de détente, qui demande généralement qu'on soit relax. J'ai même dit à M. Andjou, qui est l'un des responsables de cette émission, je lui ai dit, mais tu reçois un Portugais, un Cubain, et tu n'as pas prévu un Cubain pour que je danse avant d'entrer sur le... Je lui ai dit ça, on en a ri. Il devait prévoir un Cubain. Donc c'est une émission de détente, une émission d'évasion. Et donc il y a des dispositions propres à cette émission-là. Et c'est sciemment d'ailleurs. Il y a un chef du plateau. J'ai voulu faire travailler le chef du plateau. Sinon, je sais où je dois. J'ai voulu faire D'accord, c'est très bien. Alors, en 4 décennies, que pensez-vous avoir réellement apporté au journal? Bien, c'est un peu gênant de se juger soi-même. C'est un peu gênant. J'aurais voulu que... Il y a eu des témoignages, ça on le sait, voilà. Mais de façon consciente, vous savez que vous avez été, comme je le disais, un maillon essentiel du journal. Et vous pensez certainement que vous avez fait votre travail comme il le fallait. On veut avoir, pas forcément en vous lançant des fleurs. Vous allez nous dire ce que vous avez fait en 40 ans. Ok. En 40 ans, j'ai géré, je pèse mes mots, j'ai géré le JT. Quand je dis j'ai géré le JT, toutes les éditions du JT, des journaux télévisés, JT c'est pour le profane, c'est le journal télévisé que nous appelons JT, l'abréviation. Le réalisateur que je suis, le réalisateur que j'ai été, le réalisateur que je vais être, a toujours été au début, au milieu et à la fin de toutes les éditions du journal télévisé. Ça veut dire quoi? Un journal télévisé, ça se possède. Ça se possède. Aussi bien pour vous, réalisateur, que le présentateur. Vous devez posséder votre journal. Cela veut dire que
à partir de la conférence de rédaction qui se tient, pour les éditions de 13h, la conférence se tient à 9h. Pour les éditions du soir, la conférence se tient à 15h. Vous, réalisateurs, vous devez prendre part à cette conférence-là. Parce que c'est pendant la conférence que tout se décide. Dès l'instant que vous êtes sorti de cette conférence-là, le journal, en principe, est dans votre main. Le journal est dans votre main, c'est-à-dire les éléments... Le journal télévisé est différent du journal parlé à la radio. Le journal télévisé est fait d'éléments filmés. Donc ces éléments-là qui constituent l'ossature du JT, vous devez les posséder. Les posséder veut dire quoi? Vous devez connaître où ces éléments-là commencent et où ils s'arrêtent. Vous devez connaître leur contenu. Qui dit quoi là-dedans? Vous êtes sur un appareil gouvernemental. Vous êtes sur un appareil gouvernemental. Donc ce n'est pas tous les propos. Ce n'est pas tous les propos qui sont bons, qui doivent être diffusés. Ce n'est pas tous les propos qui doivent être diffusés. Donc vous, en tant que réalisateur, clé de voûte de l'édition, la pièce maîtresse de l'édition, vous devez, en plus de vos collaborateurs, que sont le rédacteur en chef, que sont le chef d'édition, en plus de ceux-là, il y a vous, il y a votre signature, il y a votre regard qui vient en dernier ressort. Un rédacteur en chef, quelque chose peut échapper à un rédacteur en chef. Ça peut échapper à un chef d'édition. Mais vous, réalisateur, vous êtes le dernier rempart. Vous devez rattraper cela. Et je vois Jessica qui vous regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est sûr. Merci beaucoup, public de ce midi. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie d'un monsieur qui a beaucoup influencé le journal. Je dirais que c'est un moment inédit parce que c'est la première fois qu'on reçoit une telle personne, un tel personnage et surtout qu'on reçoit un réalisateur qui a fait 40 ans. C'est le seul réalisateur à avoir fait 40 années de JT ici à la maison de la télévision ivoirienne. En tout cas, c'est un honneur pour nous de l'avoir sur ce plateau. Et avant la pub, je disais que Jessica, certainement qu'il lui tardait de lui poser une question. On vous écoute. Non, c'est vrai que c'est assez passionnant. Et moi, j'ai eu la chance justement de faire un élément sur ce métier-là avec Madame Dekao Janfailou. Ma première question, c'est 40 ans de journal télévisé. Il y a tellement de programmes en télévision. Pourquoi avoir choisi celui-là? Et ensuite, en 40 ans, j'imagine que tout n'a pas été rose. Est-ce que vous avez une anecdote d'un problème que vous avez dû gérer, qui était assez compliqué? Bon, d'abord, la première question. Effectivement, il y a beaucoup d'émissions à la télévision. Il y a des émissions, on a ici des émissions de variété, des émissions religieuses, il y a le sport, un peu de tout. Vous demandez pourquoi je me suis retrouvé au journal, c'est ça? Pourquoi j'ai choisi le journal? Mais c'est parce que j'ai choisi. C'est parce que vous avez aimé ou c'est parce que vous avez choisi? C'est parce que j'ai choisi. C'est parce que vous avez choisi. Voilà. Parce qu'un choix, ça ne s'improvise pas. Un choix, vous mesurez ses contours avant de le faire. Donc j'ai vu que déjà, même sur les bancs, j'étais beaucoup partant pour tout ce qui est actualité. C'est-à-dire que j'avais un goût prononcé pour tout ce qui est actualité. Donc déjà, étant sur les bancs, je guettais déjà même les quelques failles que je pouvais avoir pour atterrir dans ce que j'aimais. Voilà, donc voilà comment j'ai choisi le journal télévisé et sa réalisation. Et l'anecdote maintenant? Anecdote d'un problème, parce que j'imagine le JT, c'est beaucoup de pression et de stress. Les problèmes, en 40 ans, il y en a eu beaucoup. Hein. Mais si je vais les égrener tous, on ne va pas quitter ici. Voilà, l'émission va durer 3 heures. Mais l'émission va... Comme on parle de problèmes, un jour, j'habitais un quartier qu'on appelle Yopougon. Et puis, à l'époque, j'habitais Yopougon. Et puis, je venais, quand j'ai fini le JT de 13 heures, je suis rentré. Et je devais en revenir aux environs de 16 heures pour naturellement préparer le JT de 20 heures. Et donc, sur mon chemin, il y a eu un accident. Un gros camion, les mêmes accidents. Les accidents continuent sur la route de Yopougon. Au niveau du Banco, là, un gros camion déverse sa contenance là. Et donc, il n'y avait pas de passage.
Bon, on est resté là un temps. Et puis j'ai vu que l'heure avançait et personne ne bougeait. Aucun véhicule ne venait d'Adjamé qui pouvait aller sur Yopougon. Aucun véhicule aussi ne pouvait sortir de Yopougon. Et tout le monde était bloqué comme ça. Bon, je regarde ma montre. Et ça avait commencé à 16h. Hein, 16h. Je regarde ma montre. À l'époque, il n'y avait pas de portable. On n'avait pas de téléphone portable. Tout se fait au téléphone. Donc, au téléphone fixe. Donc, je regarde ma montre. On va vers 18h. Or, il n'y a personne ici pour le journal de 20h. Mais comment faire pour joindre la télé? Comme je disais, là, il n'y avait pas de portable à cette époque-là. Mais comment faire pour joindre les gens ici pour dire que je ne peux pas arriver, je suis bloqué? Pas de communication. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu les gens descendre des véhicules, puis tout le monde a commencé à marcher pour venir vers Abidjan. Je me suis mis dans le lot. C'est tout. Donc moi, j'ai marché. J'ai marché pas de Yopougon, du Banco jusqu'à la RT ici. Bravo. Voilà, c'est quelqu'un qui aime ce métier. Alors, très rapidement, sinon. Rapidement, je veux savoir, quelle est la différence? Tenez-vous bien, je n'ai pas fini. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Et je suis arrivé trempé. C'est comme si on avait versé un seau d'eau sur moi. Trempé. Quand je mettais pied dans la cour de la télévision, il était 20h03. Wow. Le retard avait déjà commencé. Parce que tant que je ne suis pas arrivé, le journal ne pouvait pas démarrer. Et donc, à l'époque, comme on travaillait avec des cassettes, bon, je devais envoyer quelques exemplaires ici pour vous les montrer. C'est des cassettes, ce sont des... Bon, quand on va recevoir le vendredi... Vous connaissez ce que c'est que les cassettes? Bon, d'accord. Non, il y avait une pile de cassettes. Parce que chaque élément, vous avez au moins 13 à 15 éléments pour faire un JT. Et chaque élément, chaque cassette avait un élément. Donc, j'avais 15 cassettes. Mais il faut que je vois, est-ce que ces éléments-là sont véritablement bien disposés? Est-ce que ces éléments-là sont à l'endroit? Parce qu'avant que moi je ne donne le top, puisque tout repose sur le réalisateur, il faut que le réalisateur lui maîtrise la chose avant de donner le top. Donc le temps de voir à peu près ces 15 cassettes-là avant de démarrer, ce jour-là, on a démarré le journal à 20h15. Et c'est ce jour-là, naturellement, que j'ai pris ma première sanction. C'est pour cela que, dans nos réunions de production, j'ai dit toujours aux jeunes qui viennent de commencer, j'ai dit il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Parce que quand on sanctionne, quand on a la chicotte, ça marche. Ah bon. Voilà comment merci beaucoup. Il ne faut pas aller plus loin dans vos propos. Nous allons appeler Paulus Agathon pour connaître les réactions des téléspectateurs. Voilà, la sanction après. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Oui, bonjour à toutes. Oui, je vais très bien. J'espère que vous également. Ouf, c'est la pleine forme. Ça se sent. Bonjour Monsieur Somone. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et bien, en ce qui concerne les messages sur la page Facebook C'est Midi, nous avons le message de Siméon Conan qui dit c'est vrai que nous travaillons pour un salaire, mais il y a aussi la satisfaction personnelle. Donc passer autant de temps à un même poste, c'est sûr qu'il y a quelque part cette satisfaction. Mais j'aimerais savoir quel est le souvenir qui vous a particulièrement marqué au cours de ces différentes années passées à la télévision. Le souvenir. Ça défile en fait. C'est la sanction. Il y en a tellement. J'étais... Reprenez un peu, j'étais quelque part... D'accord. Justement, est-ce que... Non, je veux savoir, est-ce que le réalisateur doit se permettre ce genre d'attitude? Vous avez le droit de vous évader pendant le journal? Non. Non. Vous restez concentré du début à la fin. C'est la concentration totale. D'accord. Là, nous sommes à une émission d'évasion. D'accord. Elle est bien envoyée celle-là. Et donc on revient. La question était celle de Siméon Conan qui dit 40 ans vous avez eu à traverser de nombreuses situations. Quelle est celle qui vous a particulièrement marqué, qu'il s'agisse d'un souvenir positif ou négatif? Ok. Les souvenirs positifs, il y en a beaucoup. Comme les négatifs aussi, il y en a beaucoup. Mais je préfère donner ce qui est positif.
Parce que j'ai parlé déjà d'un cas. Oui, vous m'avez parlé de votre plus grande frustration. Voilà, il y a ici ma à plus la grande télé, frustration. ben, on va pas ça forcément... aussi, on ne va pas voilà. déballer ça ici. Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'une autorité, je ne sais pas s'il faut dire son nom aussi. Non. Est-ce que c'est nécessaire de dire son nom? C'est pas nécessaire. On ne va pas citer de nom, bon, allez-y. D'accord. C'est lorsqu'une autorité m'a appelé un jour pour me dire grand merci. Merci pour le travail que tu as bas. Parce que tu fais ça, la seule chose que je peux te faire, c'est de t'offrir une villa. Wow. Madame Dekao, un gros plan sur moi. Alors. Nous vous saluons, mesdames et messieurs, très chères autorités. Merci. Allez-y. Vincent Ladeux, il dit 40 ans de service et surtout 40 ans à faire le même travail. Est-ce que ça nuise pas mentalement? Quel était donc votre secret pour rester efficace durant toutes ces années? Oui, mais moi je faisais le journal télévisé. Le journal télévisé n'est pas statique. C'est l'actualité. Ce dont on parle aujourd'hui, on n'en parlera pas demain. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire les 100 ans sans vous en rendre compte. Il s'agit de l'actualité ici. Donc on ne peut pas dire que vous faites votre travail de façon mécanique parce qu'il y a toujours du nouveau. Il y a toujours du nouveau, donc bon, ça passe. D'accord, ça marche. Paulus? Alors Caroline, avant de me retirer, je voudrais remercier toutes ces personnes qui nous ont envoyé des messages sur la page Facebook. Et c'est plus des messages de félicitations, d'encouragement. Et ils disent que vous représentez une fierté pour toute la Côte d'Ivoire et pour la Maison Bleue. Et je l'atteste. Voilà. Merci beaucoup, Paulus, Agathon. Et justement, lorsqu'on faisait les recherches sur notre invité, on s'est rendu bien compte que lorsqu'il était au collège, eh bien, il a économisé sa bourse, ses 12 000 francs de bourse, pour s'acheter un vélo. C'est ça. Pour dire que c'est un homme rigoureux et ambitieux, voilà, qui se donne les moyens pour aboutir à ses projets, pour aboutir à ses ambitions. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. C'est pas encore terminé, hein. Voilà. Alors, voici, c'est donc le vélo. C'est le vélo qui est là. Oh, c'est le vélo qui est là. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est moi qui suis là en casquette là. Ah oui, c'est mon vélo ça. Les 36 000 francs. On avait 12 000 francs par trimestre. Et donc je les ai économisés, ça fait 36 000. Le vélo là m'a coûté 20 000. J'ai acheté 20 000. J'étais en 5e. Et ouais, j'étais en 5e là. J'étais en 5e. Voilà. Et il y avait à l'école. Alors, parlant d'économie, oui. Si j'ai pu ajouter 2 petits mots, si le temps on a le temps, hein, je pense. J'ai pu ajouter 2 petits mots. Allez-y, bon, parce qu'il y a une question quand même cruciale. Ouais, ce que je vais dire rejoint mon vélo aussi. J'étais encore plus petit, je n'étais même pas allé encore à l'école. Je devais avoir les 4 ans. Et puis, j'ai les 5 francs, les pièces de 5 francs, 10 francs que les parents me donnaient là. Je suis parti derrière la maison, j'ai creusé un trou et puis je mettais les pièces là dedans. Maintenant, et puis j'ai pris une brindille que j'ai déposée là pour reconnaître. Pour reconnaître le lieu. C'est parce qu'il n'y avait pas un garçon philo aux alentours. Au cas où. Donc un jour, il y a eu une pluie. Et la pluie a fait que la brindille est partie. Donc finalement, je ne sais pas où j'ai stocké mon argent. Et j'ai pris une daba en train de gratter derrière la maison. Les gens me voient et je ne veux pas que les gens sachent aussi que j'ai mon argent là. Donc je gratte. On dit, mais comment la terre, il n'y a pas d'herbe, rien, pourquoi tu grattes? J'ai dit, laissez. Merci beaucoup, merci infiniment. On va donc se tenir debout. On va se tenir debout pour faire un standing ovation à notre invité. Franchement, ça a été un véritable bonheur de le recevoir sur ce plateau, de recevoir Ricardo Somone. Et voilà, merci beaucoup. Et je veux dire qu'il part à la retraite sans stress. Voilà, il s'est préparé pour la retraite, que ce soit physiquement, parce que c'est un grand sportif, c'est un grand footballeur, il joue au foot, voilà. Et puis, je dirais aussi matériellement, il s'est préparé, il a reçu des dons, mais il a beaucoup économisé pour réaliser ses rêves, donc c'est sans stress qu'il part à la retraite. Nous, on vous souhaite bon vent pour la suite et merci infiniment pour tout ce que vous avez réussi à apporter à la RTI. Merci pour cette expérience. Merci beaucoup. C'est donc la fin
de notre échange avec Monsieur Ricardo Somone, ce nom très célèbre.